Bonjour à tous, ravie de vous accueillir pour cette table ronde du Sportem sur le sujet de la transformation digitale au cœur du développement du sport amateur. Alors la transformation digitale dans le sport, ça fait un certain nombre d'années que l'on en parle bien sûr le contexte très très particulier que l'on a vécu en 2020 fait de cette transformation digitale ou des outils digitaux juste une obligation et le rend assez indispensable pour le modèle économique et puis la modernisation de notre secteur. Donc, on est véritablement dans une phase de transition numérique qui permet aux clubs notamment de simplifier leur gestion et de renforcer leur fan engagement. Donc, on va avoir aujourd'hui à mes côtés, donc j'aurais dû commencer par là, mais me présenter, donc, puisque je suis Magali Tezna du Moncel, je suis la déléguée générale de Sport Sora. J'ai le plaisir d'animer cette table ronde avec quatre intervenants auxquels on va poser un certain nombre de questions et d'essayer de comprendre comment et à quel point donc l'outil digital représente donc un atout au service de la performance des structures sportives. Dans un premier temps, leur demander de revenir sur la situation actuelle du monde du sport amateur vis-à-vis du digital, puis comprendre les besoins et les attentes des clubs, voir comment on peut aider à la transformation digitale. On aura aussi la possibilité d'étudier une étude de cas avec la Fédération française handisport et Quick Off sur leur communauté de bénévoles. Et puis voir aussi peut-être quelle place cette transformation digitale peut faire aux partenaires qui sont très, très importants et essentiels au modèle économique du sport. Avant de conclure, et puis on prendra vos questions en fin de table ronde. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions et puis on en sélectionnera un certain nombre pour y répondre ensemble. Sans plus tarder, je vais demander à chacun des intervenants de se présenter et de présenter sa structure en 1 minute chrono. On commence par Adrien, peut-être. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Adrien Balduzzi, je suis le responsable des partenariats de la Fédération française handisport. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Pour vous expliquer ce qui est un petit peu la Fédération française handisport, tout le monde la connaît sous le cadre des Jeux paralympiques et de nos équipes de France qui représentent notre pays lors de cette occasion. Mais au-delà de ça, la fédération, c'est aujourd'hui 35 000 licenciés, 1500 clubs partout en France qui sont tous amateurs et qui ont donc tous des besoins de transformation digitale. Comme l'a dit Magali, c'est vrai que nous, le Covid a été un accélérateur de cette transformation et notamment sur le côté proximité et innovation. On aura l'occasion d'y revenir. Merci Adrien. Romain? Bonjour à tous, merci Magali. Je suis ravi d'être là. Donc, je suis Romain, je suis le DG de Quick Off, donc, que j'ai fondé avec un associé il y a 2 ans maintenant.
Donc, Quicos, c'est une société qui développe des solutions numériques justement pour le monde du sport. Donc, ça peut être des événements, ça peut être des clubs, ça peut être des fédérations, comme la Fédé handisport. Et on est notamment à l'origine de la cofondation avec Maïf, notamment d'une plateforme qui s'appelle Instant Bénévole. Donc, ça, c'est notre grand sujet, la gestion des bénévoles dans les assos, dans les clubs, dans les fédés, sur les événements. Et donc, je reviendrai avec plaisir sur l'étude de cas que l'on pourra proposer avec Adrien et notamment la communauté de bénévoles. Merci. Romain, Jean-Marc est avec nous. Bonjour, merci de l'intro, merci au Sportem. Jean-Marc Gillet, je suis cofondateur de Bisport, qui est simplement le réseau social du sport et qui réunit tous les acteurs du sport, que ce soit pratiquants, fans, clubs, collectivités, etc., etc. Merci Jean-Marc. Thomas? Bonjour, bonjour à toutes et à toutes. Moi, je suis Thomas Guillochon, le directeur du développement de Hello Asso. Et donc, en quelques mots, Hello Asso est aujourd'hui la première plateforme de gestion et de paiement du secteur associatif français. Depuis notre création en 2009, on équipe un peu plus de 135 000 associations, dont plus de 30 000 clubs, comités, ligues et fédérations. Concrètement, notre métier, c'est d'offrir un ensemble d'outils qui va permettre à un club ou à une structure de pouvoir gérer ses adhésions en ligne, de pouvoir organiser ses événements, vendre ses produits via une boutique, etc. Et l'une des particularités, c'est certainement notre modèle, puisque aujourd'hui, on est la seule plateforme intégralement gratuite qui permet en fait d'assurer aux contributeurs et aux personnes qui s'inscrivent à un club qu'un euro collecté par une association est un euro reversé à l'association. Et on fonctionne sur un modèle alternatif basé sur la contribution volontaire, où le payeur a la possibilité de laisser une contribution en plus à Hello Asso. Un grand plaisir d'être présent aujourd'hui, puisque je pense que le numérique, et comme l'a dit Adrien, Romain et Jean-Marc, est une opportunité aujourd'hui. Et j'espère qu'on va réussir collectivement à vous le présenter. Très bien, merci, merci Thomas. Ben, on va poursuivre avec vous, Thomas, sur le premier temps de cette table ronde. Peut-être faire un peu un bilan de la situation actuelle du sport amateur, comment le sport amateur est globalement équipé d'un point de vue digital. Donc, je pense que vous avez un certain nombre de données quanti ou des exemples peut-être à nous donner pour illustrer cette situation. Avec plaisir, merci. Ce que j'aime bien rappeler, c'est que le numérique aujourd'hui fait partie de notre quotidien. En tant qu'individu, on consomme, on discute, on apprend grâce au digital. Et la majorité d'entre nous, et je pense que c'est un très bon exemple le Sportem aujourd'hui, on est connecté sans discontinuité du soir au matin grâce à nos smartphones. Et pour autant, le secteur associatif au sens large et le secteur du sport associatif aussi ont des difficultés à se numériser. C'est historique. Pour la petite histoire, quand on s'est créé en 2009, nous, on parlait d'accompagner la révolution numérique des associations. Et en réalité, la période de Covid a un peu bousculé les choses. On a plutôt parlé de mutation numérique. Il ne faut pas oublier que 90% des associations sportives en France, donc on estime à peu près à 300 000 associations olympiques et non olympiques sportives, 90% d'entre elles sont des associations uniquement opérées par des bénévoles, qui ont des contraintes et des agendas personnels et professionnels qui font qu'ils n'ont pas obligatoirement le temps, les ressources et les capacités humaines à pouvoir complètement faire d'un club de sport une structure numérique et experte du digital. Mais la crise sanitaire a quand même bousculé les choses. Alors même qu'on considérait que 80%, il y a une très bonne étude qui est sortie là-dessus, que 80% des associations rencontraient des difficultés à passer sur le numérique, on s'est rendu compte pendant la crise sanitaire qu'on a eu une explosion du numérique dans le secteur associatif. Il faut être très clair, c'est que la crise sanitaire et le premier confinement ont créé un nouveau paradigme où on a toutes et tous été obligés de passer sur le web pour pouvoir continuer à échanger entre nous, pour pouvoir converser, pour pouvoir animer, pour pouvoir faire différentes actions. De façon très concrète chez Hello Asso, pour vous donner quelques chiffres, sur les 30 000 associations sportives qui sont inscrites à nos services depuis notre création, il y en a plus d'un tiers, donc un peu plus de 12 000 qui sont uniquement inscrites sur les 12 derniers mois et qui ont profiter de cette période pour gérer et anticiper la rentrée sportive en basculant des adhésions en ligne ou pour commencer à opérer des ateliers, des workshops, des formations en ligne à travers des outils X, Y ou Z ou encore pour collecter des dons.
Et en fait, c'est là où c'est intéressant, c'est que ce qu'on constate, ça se vaut pour le secteur du sport, ça se vaut presque dans tous les secteurs que l'on connaît, professionnels, associatifs, etc. Mais par contre, on a pu voir une vraie émergence de l'intérêt du numérique et de l'appétence au numérique. Même si, soyons très clairs, toutes les associations n'ont pas réagi de la même façon et n'ont pas eu la possibilité de s'emparer de façon très égalitaire du web pendant cette période. Thomas, donc en fait, est-ce qu'on a un pourcentage d'associations qui se sont équipées d'outils numériques? Et quelle est un peu la répartition, le profil type des associations? Est-ce que certains parlent parfois de fracture numérique avec des situations extrêmement différentes? Alors, c'est intéressant, cette logique de fracture numérique au travers en fait de la réalité de notre, en tant que particulier, de notre équipement numérique. C'est presque 100% des Français maintenant qui sont connectés à Internet. Elle n'existe pas d'un point de vue outil, mais par contre, elle existe d'un point de vue structurel. Il y avait l'étude portée avant, je pense que ça aura changé avec le Covid, mais avant la crise sanitaire, on considérait qu'il y avait à peu près entre 20 et 30% des associations françaises qui étaient équipées de solutions de paiement en ligne. Je parle de mon métier spécifiquement. Nous, on a pu faire des études sur Helloasso. On peut voir que 90% des associations sportives disposent d'un site web, 100% d'une solution numérique puisqu'elles sont chez nous. Après, toutes n'ont pas les mêmes usages. Par contre, pendant la crise sanitaire, ce qu'on a pu voir donc, en comportement, des comportements des associations, qui nous ont été aussi partagés par les fédérations avec qui on collabore, c'est qu'il y a eu trois types d'actions. Il y a eu les structures qui n'ont absolument pas réagi, qui ont fait le dos rond, entre guillemets, acceptant que l'année 2020 était une année blanche et qui espéraient un retour à la normale pour la saison 2020-2021. Il y a eu les structures qui, au contraire, ont anticipé, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas lancé de grosses actions pendant le confinement, pendant cette année creuse, mais qui ont anticipé et ont intégré des solutions. Et là, je pense évidemment à des réseaux sociaux comme Bisport, je pense à des solutions comme Helloasso, je pense à des outils comme Quickoff, je pense à toutes les solutions qui existent sur le marché. Et il y a celles qui ont testé énormément et donc qui ont lancé plein de choses, plein de dispositifs divers et variés. Et là, elles ont pris le numérique à tout va, avec plein d'échecs, plein de réussites. Soyons très clairs, quand je vous décris ces trois profils, c'est à peu près 30-30-30 à chaque fois. C'est-à-dire qu'il y a 30% d'assauts qui n'ont pas bougé, 30% qui ont anticipé, 30% qui ont vraiment lancé plein de dispositifs. Okay. Clairement, celles qui rencontrent des difficultés à présent, ce sont celles qui n'ont pas du tout bougé. Puisqu'en fait, c'est elles qui ont subi la plus grosse crise financière. Financièrement, on a estimé, donc, je pense à l'étude de la Centrale du Sport, c'est entre 6 et 10 000 euros de pertes financières sur la saison dernière. Ces pertes ont été compensées par certains acteurs en proposant de nouveaux dispositifs de soutien, comme des campagnes de dons ou des tombolas solidaires en ligne, des choses comme ça. Ces petits dispositifs innovants peuvent paraître à la marge, mais pour autant, ils ont complété et ils ont surtout donné la possibilité à ces structures de tester de nouvelles choses. Merci Thomas. Alors, on peut effectivement se demander justement si les clubs ou les fédérations ne sont pas un peu sursollicités. Il y a énormément de solutions. Comment on peut faire le tri dans toute cette offre? Est-ce que Jean-Marc, tu voulais réagir peut-être à cette question? Ouais, je vais apporter des éléments. Je vais essayer d'être court, comme tu me l'as demandé, Magali. Le plus simple pour moi, c'est de regarder ce qui est utilisé. Le meilleur moyen de filtrer entre des solutions naissantes et parfois éphémères, puisque ça faut en parler. Il y a des grosses initiatives sur la Sporttech, mais il y a beaucoup de sociétés qui ne durent pas très longtemps. Et d'autres solutions qui sont, elles, référentes et éprouvées, c'est de regarder ce qu'il y a autour de soi. Le ministère des Sports, le CNOSF et les fédérations référencent et testent des solutions, mais l'utilisation par les clubs et par les réseaux reste le vrai test de pertinence. Plus la solution est utilisée, plus elle est référente. Mais nous, on peut aider, évidemment, et l'OASO aussi, et les autres partenaires peuvent aider à trouver les bons partenaires. Pour faire un focus un tout petit peu plus sur les fédérations, ce que nous, on constate, c'est qu'il y a encore trop de risques financiers et trop de développement interne qui sont faits par les fédérations sur des solutions qui sont ultra onéreuses et surtout qui deviennent vétustes trop rapidement. C'est-à-dire que le métier de la Sporttech, c'est d'innover et d'être au top de l'innovation.
ce que peut pas être le mouvement sportif. C'est pas l'ADN d'une fédération d'être vraiment utilisant les meilleures technologies. On en reparlera après, mais les fédérations doivent s'appuyer un peu plus sur les leaders de la sport tech, justement pour faire les bons choix et savoir trier. Ok, merci Jean-Marc. Adrien, Romain, est-ce que vous avez peut-être un commentaire rapide à faire sur ce constat? Moi, en tant que fédération, je rejoins totalement ce qui a été dit par les interlocuteurs juste avant moi. C'est aujourd'hui, nous, au sein de la fédération e-sport, l'idée, c'est d'apporter un service à nos clubs. Donc déjà, nous, comme le disait Jean-Marc juste avant, de tester et d'approuver un certain nombre de solutions. Alors aujourd'hui, j'ai la chance de travailler avec les trois messieurs autour de cette table, mais effectivement, il y a aussi d'autres acteurs avec lesquels on teste. Aussi, on a un rôle de gage de qualité pour nos clubs et comités. Et effectivement, nous, on va à l'étape du dessus, comme disait Jean-Marc, c'est de voir ce qui est proposé au sein des instances internationales, voire nationales, mais multisports, multifédération. Donc, on a ce rôle d'être le facilitant ou le facilitateur pour nos clubs et comités d'accès au digital et donc de leur réduire leur temps précieux, comme le disait Thomas tout à l'heure, hein, manque de temps, manque d'argent pour ce genre de test parce que certains vont dire « Ah, j'ai testé cette plateforme, c'est très bien ». Et puis au final, quand on le multiplie sur le nombre de structures et sur le nombre de comités, soit l'entreprise de la Sportec n'est pas adaptée dans sa conception par la solution qu'elle apporte, soit sur le côté comment dire, globale, elle n'est pas en mesure de répondre à un besoin aussi grand que répondre à un besoin de 1500 clubs. Donc, c'est vrai que nous, on a ce rôle de tri aussi et de gage de qualité pour nos clubs. Aujourd'hui, et ça fait le lien, nous, on gère principalement les préoccupations de nos clubs et comités sur le financement de leur structure. Donc là, en l'occurrence, on a un usage plutôt avec Hello Asso et sur l'adhésion. Sur le recrutement de bénévoles et la gestion au quotidien des ressources humaines sur la globalité, on peut parler aussi de mécénat de compétences, donc sur les activités du quotidien et événementielles de nos clubs et comités. Et là, on bosse du coup avec QuickOff. Et puis, tout ce qui est communication, alors on utilise les outils plus génériques que sont les Facebook, Instagram et compagnie, mais sur du référencement et sur du service complémentaire qui sert à la communication, mais aussi à la, comment dire, à la mise en lumière des activités d'un club, on utilise plus Bisport comme acteur de communication et de promotion des activités intrinsèques de chaque structure. Voilà. Et c'est vraiment ça, c'est pour nous les trois principales préoccupations de nos clubs et comités aujourd'hui, c'est le financement, les ressources humaines et tout ce qui va être référencement et comment ils peuvent drainer, grâce à des solutions digitales, de nouveaux licenciés et les satisfaire, bien sûr, au quotidien. Très bien, merci pour effectivement cette transition, puisque la question suivante concernait les besoins et les attentes des clubs. Alors, juste une précision, je ne sais pas si je vois passer une question, mais effectivement, cette table ronde est essentiellement dirigée sur la transformation digitale du sport amateur. Je crois qu'il y a une autre table ronde sur le sport professionnel. C'était une précision. Concernant donc les besoins et les attentes effectivement du sport amateur, Thomas, quelles sont vous votre réponse à cela? Je pense que déjà, Adrien m'a bien permis d'avancer. Il l'a indiqué. Aujourd'hui, en fait, soyons très clairs, la contrainte majeure d'un club et finalement de tous les clubs, qu'ils soient grands, petits, moyens, c'en est une très simple et elle est aussi parfaite pour nous, c'est celle du temps. Aujourd'hui, en fait, ce que recherchent clairement les structures sportives, c'est la simplification de leurs activités administratives, l'animation. C'est en fait de réussir à simplifier tout ce qui ne concerne pas la pratique sportive, puisque le club de sport a quand même pour mission de faire du sport, faire du sport et d'animer sa communauté de passionnés. Et aussi, en fait, de pouvoir maintenant proposer, et ça, c'est autre chose, c'est de pouvoir proposer des alternatives digitales par rapport à leur public. Moi, je prends toujours mon exemple personnel, j'adore parler de moi. J'ai 36 ans, je ne dispose pas de chéquier. On en a seulement un pour notre compte commun. De façon très claire, il y a un an, lorsque je me suis inscrit à mon club de ping-pong, j'ai dû me rendre à mon club,
J'ai récupéré le dossier d'inscription papier que j'ai rempli sur place et j'ai payé mon adhésion par chèque. Vous vous doutez bien que mon club, maintenant qui me connaît, il est sur Helloasso. Mais la réalité de ce dossier papier, c'est que Christian, le trésorier, il doit saisir celui-ci dans son logiciel pour ensuite le transmettre, entre autres, à la fédération. Et chaque mois, il va à la banque déposer les chèques. Tout ce temps-là, il n'a pas de valeur directement pour l'association. Ça a une valeur parce qu'il faut le faire, mais si on peut simplifier, c'est important. Donc aujourd'hui, l'attente d'un club, c'est effectivement que toutes ces tâches administratives puissent être simplifiées, puissent gagner du temps pour l'animation. Et surtout, et je pense que ça, c'est vraiment le point saillant, c'est que les solutions qu'ils aient à disposition, elles soient performantes, évidemment, simples à utiliser et peu coûteuses, surtout en période de crise, comme on est en train de la connaître les uns et les autres. C'est sur ces 3 points de notre côté qu'on a bâti l'histoire de Helloasso, c'est d'avoir une techno simple et qui va permettre de répondre aussi bien aux problématiques du club de ping-pong de Bordeaux et du Stade français Paris. Ça va être aussi de proposer un accompagnement, et je pense qu'il y aura aussi d'autres sujets là-dessus sur l'accompagnement des institutions, des fédérations. C'est vraiment d'accompagner les structures en étant disponible par téléphone, par email, en réalisant des formations, et surtout, en fait, d'avoir un modèle qui permet à l'association de limiter l'impact financier de l'utilisation de ces outils-là. Je pense que c'est vraiment un ensemble et je mettrai quand même en point central l'importance de l'accompagnement au changement. Si je peux me permettre, et ça va faire une belle passe décisive à Romain, c'est qu'il y a des modèles aussi économiques et je parlais du rôle facilitant d'une fédération. On a pris, nous, notamment avec la plateforme QuickOff, on a fait le choix de faciliter l'accès au recrutement de bénévoles par leur solution en nous finançant pour nos comités le recrutement de leurs bénévoles avec une plateforme entre guillemets fédérale dupliquée dans les territoires qui ne leur coûte rien avec une prise en charge de la fédération pour les aider notamment actuellement avec leurs problèmes financiers que la plupart rencontrent, de se dire c'est la FIDE qui va faire le tri et choisir une solution innovante et performante, simple et ergonomique comme l'a dit Thomas, et derrière on va, s'il y a financement, le financer pour que ça soit indolore pour nos clubs et qu'ils puissent se structurer plus vite et plus facilement. Ok, je reviens, on va redonner la parole à Romain tout à l'heure, mais peut-être, puisque Thomas a parlé vous avez parlé aussi de la communication, des besoins des clubs en termes de communication. Jean-Marc, est-ce que tu veux revenir sur ce point-là, qui est votre spécificité un peu chez Bisport? Ouais, je voulais faire une petite parenthèse sur ce point-là, merci. Le club aujourd'hui, il est tiraillé entre un site web qui est difficile à développer ou à maintenir, une page Facebook dont tout le monde constate que les audiences organiques sont en baisse, ces communautés qui sont sur des plateformes différentes et donc très, très écartelées, des services complémentaires, on l'a évoqué avec Thomas, notamment des informations fédérales à droite, une autre plateforme pour faire du live, des adhésions, des cotisations dans d'autres sponsoring et autres, et des dizaines, voire plus de groupes WhatsApp selon les groupes et les sections. Alors nous, on commence à avoir un peu de recul avec notre laboratoire de recherche, avec le CNOSS, puisqu'on agrège déjà 160 000 clubs et 2 millions d'événements. Et en travaillant étroitement avec Arnaud Soroy, qui étudie cela au quotidien avec l'Observatoire du sport, il a ressorti 4 besoins. 1, le besoin d'avoir de nouveaux adhérents. 2, Thomas, tu l'as dit, d'améliorer la gestion du temps des bénévoles. 3e, d'améliorer la communication. Et 4e, de générer des nouveaux financements. Évidemment, la page Bisport propose de regrouper l'ensemble, que ce soit en interne ou avec des partenariats, on en parlera après. Mais surtout, ce qu'on a constaté, c'est qu'elle permet de regrouper toutes les générations. C'est-à-dire que dans les clubs qui nous parlent beaucoup pour améliorer la plateforme au quotidien nous disent, mais ce qui est génial, c'est qu'on a à la fois les enfants, les parents et les grands-parents qui sont sur la même page. Et ça, c'est une nouveauté. Tout simplement parce que le sport, c'est le point commun et c'est un point ultra fédérateur. Très bien, effectivement, c'est un très bon point. Je reviens sur effectivement, le fait de générer des nouveaux financements. On a des questions sur ce sujet-là. On en parlera à la fin de cette table ronde. N'hésitez pas à nous poser des questions. Je suis en train de noter les questions que vous posez
grâce à la plateforme. N'hésitez pas à poser des questions, on y répondra en fin de, j'allais dire d'émission, mais en fin de table ronde. Romain, est-ce que vous vouliez peut-être dire un mot sur ce qui a été dit précédemment? Oui, je vais rebondir sur ce que disait Adrien, sur ce qu'a dit également Thomas. D'abord, pour commencer sur ce qu'a dit Thomas, parmi les besoins et les attentes des clubs, c'est d'avoir des solutions simples, évidemment peu coûteuses et qui soient adaptées. Nous, on a évidemment, avec Quick-Off et Instant Bénévole, identifié aussi ces besoins-là. Et donc, on a eu d'abord à identifier qui pouvait être facilitateur. Et je crois que le rôle des fédérations, il est intéressant. On a construit aussi notre offre en discutant avec les fédérations, c'est-à-dire pouvoir leur permettre de diffuser le digital, mais pas seulement de le diffuser d'une manière économique, en aidant les clubs et les assos, mais aussi de les accompagner en leur expliquant quel était leur intérêt. On constate en tout cas sur les 6 derniers mois, donc c'est évidemment beaucoup lié à la situation sanitaire, que l'on a beaucoup d'assos, beaucoup de clubs, beaucoup d'événements qui se sont appropriés le digital, évidemment avec des usages différents, mais pour répondre à des besoins qui étaient simples, c'est gagner du temps et moins gaspiller d'argent. En tout cas, nous, c'est sur cet axe-là que l'on a travaillé. En est né, après de ces besoins, de nouveaux modèles économiques qui apparaîtront, dont on en parlera tout à l'heure, sur comment soutenir le sport amateur, etc. Mais ce qui est important de retenir, en tout cas moi, ce que je retiens dans cette transformation digitale du sport amateur, c'est réellement qu'il y a eu aussi une prise de conscience qui aurait pu avoir lieu avant. C'est une crise sanitaire qui nous l'amène, cette prise de conscience, donc vivons-la comme une opportunité et réfléchissons au monde du sport de demain. Il y avait une question tout à l'heure, je l'ai vu, est-ce que on va avoir, dès qu'on va avoir une vie normale, est-ce que les clubs vont rester dans cette transformation numérique? Moi, je suis persuadé que oui. Je suis persuadé que oui, il y aura un avant et un après. Ok, pour revenir effectivement au point suivant, qui était de dire comment aider à la transformation digitale, puisque Thomas nous l'a dit, 90% des associations sont gérées par des bénévoles. Donc, Adrien est revenu là-dessus. Effectivement, il y a un vrai rôle des fédérations ou des institutions sportives pour aider à faire le tri, à choisir, à conseiller, à accompagner. Jean-Marc, quel rôle vous pouvez avoir pour aider, ou plus globalement la Sportec peut aider le mouvement sportif dans sa digitalisation? J'ai pris un cas concret qui me concerne indirectement. La photographie du sport en France au niveau associatif, disons que c'est 300 000 associations sportives, 160 000 associations fédérées, à peu près l'équivalent en non fédérées, mais disons que ça fait 300 parce qu'on n'est pas sûr du deuxième chiffre. Et il y a seulement 55 000 associations qui ont une adhésion en ligne. Toutes les autres, 5/6e, si j'ai fait le calcul, gèrent tout en papier et c'est des centaines d'heures de bénévoles qui sont gâchées. Ça doit changer. On y travaille étroitement avec John Lee et my coach. On y travaille depuis peu avec Asso Connect et Hello Asso qui vont être bientôt intégrés à Bisport. Et si je continue le parallèle, toutes les places de cinéma en France sont achetables en ligne. C'est-à-dire tous les créneaux de sport ou places dans une section d'un club devraient l'être aussi. Et c'est là-dessus qu'on est en train de travailler. Bisport veut être cette plateforme-là, qui va être un peu le point d'entrée du sport. Et si chaque réseau fédéral le fait dans son coin, ça ne fonctionnera pas. On va être, nous, complémentaires à tous ces réseaux fédéraux. Il faut une plateforme centrale comme l'est Allociné au cinéma ou Doctolib à la santé. Okay, donc il y a un vrai, on a besoin d'avoir quelqu'un qui aide à avoir peut-être une porte d'entrée commune, à mutualiser aussi. Oui, et puis il faut rendre l'accès au sport plus facile. Aujourd'hui, c'est un enfer. C'est-à-dire que trouver un créneau dans une salle d'escalade, c'est compliqué. Savoir combien il reste place dans la section U13 de Bois-Colombes au handball, personne ne le sait. Et puis, encore une fois, inscrire son fils ou sa fille dans un club,
il faut prendre rendez-vous. Si on a loupé le créneau, c'est pas possible. Et si on a oublié un des 6 papiers demandiers, c'est extrêmement compliqué. Il faut passer dans un nouvel âge maintenant. Et oui, on est tous. C'est-à-dire qu'il y a une quinzaine de startups et de boîtes très, très matures de la Sportec qui sont aujourd'hui référencées et référents auprès des institutions et qui ont amorcé ce mouvement, et on va le continuer à échéance évidemment 2024. C'est les 3 ans qui viennent vont laisser un héritage digital extrêmement fort. Monclubprès-de-chez-moi.com, c'est une initiative très concrète. Est-ce qu'on a quelques chiffres de la façon dont ça marche? Oui, on a, et justement, je continue ce parallèle. On a lancé Mon Club Près de Chez Moi, qui est une initiative unique dans le monde. On a vérifié l'information avec nos amis de la GAIF, qui est l'association internationale des fédérations, qui est un peu le CIO des petites fédérations. Il n'y a aucun autre pays qui a réussi à regrouper sur la même plateforme quasiment 100% des associations fédérées. Et on a déjà eu un demi-million de recherches de clubs, de gens qui sont allés sur Mon Club Près de Chez Moi, qui se sont dit j'habite à tel endroit, je cherche soit un sport collectif, soit je sais ce que je cherche, c'est-à-dire je veux absolument faire du karaté, et puis j'arrive sur la page sur Bisport et je rentre en contact avec les clubs. Donc on a eu un demi-million de recherches sur Mon Club Près de Chez Moi, et on a eu par contre des discussions de temps en temps un petit peu tendues avec des fédérations qui étaient un peu hésitantes de partager leurs données. Alors déjà, le premier sujet, c'est que ce sont des données publiques qui sont déjà sur Google, qui sont déjà sur Facebook ou sur des sites web. Et je vais faire le parallèle par rapport à la RATP. Quand la RATP, en 2016 ou 2017, je crois, a finalement rendu disponible l'ensemble de ces données, il y a des plateformes comme Citymapper qui se sont emparées. Et in fine, pour la RATP, ça s'est traduit par une optimisation de l'utilisation de leur réseau, puisque les gens savaient à quel moment exactement était le train, à quel point ils pouvaient faire de transition avec le bus, avec le vélo, etc. Et ça doit être la même chose pour le sport. Et c'est pour ça qu'on crée autant d'interactions avec nos amis de John Lee, Hello Asso, Asso Connect et d'autres, justement pour essayer de rendre ça possible et de digitaliser non pas une partie, mais l'ensemble du sport français. Ok, bon, c'est clair que la frilosité à partager la data, c'est pas spécifique au monde du sport, mais c'est certainement un frein à lever pour être plus fort ensemble. Oui, et souvent les gens confondent RGPD et loi Open Data. RGPD, c'est la donnée personnelle, et l'open data, ça n'a rien à voir. Et les gens ont un peu de tendance à mettre tout dans le même panier. Oui, merci. Alors, j'aimerais qu'on puisse faire un focus sur un cas assez concret. Romain et Adrien, nous expliquer comment concrètement vous avez mis en place cette communauté de bénévoles donc, pour la Fédération française handisport. Romain? Je crois que je vais d'abord laisser la parole à Adrien, puisqu'il va pouvoir expliquer la genèse de l'idée. Nous, on n'en est que les architectes, mais je crois surtout, lui, il en est à la genèse avec les membres de la fédération. Donc, je pense que c'est plus intéressant de commencer par son point de vue. Merci Romain. Ouais, du coup, pour faire le lien, on avait un besoin de mutualisation et de transmission d'informations, notamment sur nos événements, pour mobiliser un certain nombre de bénévoles plus larges que les bénévoles qui œuvrent au quotidien auprès de nos structures, et de se dire comment, lorsqu'ils organisent un événement de plus grande ampleur, ils sont toujours dans des difficultés de recrutement de bénévoles. On arrive même à certains modèles économiques où des écoles, sans donner les noms, vont facturer aux organisations sportives la mise à disposition de bénévoles. Voilà, donc, pour favoriser ça, c'était comment, grâce à une plateforme, on va pouvoir mutualiser le recrutement dans un premier temps, et ensuite leur faire gagner du temps sur la gestion au quotidien des tâches qui leur affectent et des missions qui leur confient. Donc, on a cherché sur le marché plusieurs plateformes et on s'est arrêté sur le modèle de Quick Off
notamment par rapport au modèle économique qu'ils nous proposaient et sur leur capacité d'adaptation, c'est-à-dire de construire avec nous. Ils avaient bien sûr une plateforme entre guillemets clé en main, mais qui était adaptable à certaines de nos problématiques un peu bien spécifiques sur notamment liées au handicap. Et donc on a avancé avec eux là-dessus, on a échangé régulièrement jusqu'à même anticiper, alors ce n'est pas encore actif, mais favoriser, on en parlait, ce côté digital global, c'est comment on intègre à nos plannings événements, nos calendriers d'événements, et ça fait le lien avec Jean-Marc aussi, sur comment on intègre quand un club saisit son événement sur le calendrier fédéral ou sur son club, et que ça automatiquement, la data soit transmise aux plateformes qui référencient les événements, mais aussi à la plateforme qui recrute les bénévoles dans le cadre de cet événement ou des missions du quotidien. Et donc ça, c'est des choses que sous format API, on est en train de développer aussi avec QuickOff, de manière à favoriser l'engagement de nos bénévoles sur les événements du club dont ils sont, ou du comité dont ils sont dépendants ou en tout cas affiliés, et peut-être ceux de leur région, de leur territoire, d'un sport qu'ils ne connaissent pas à côté de chez eux, mais qui pourtant peut les intéresser. Voilà un petit peu le constat, c'était vraiment faciliter la démarche de recrutement et d'engagement des bénévoles de notre fédération auprès de nos structures. Romain, du coup, en quelques mots, comment fonctionne cette plateforme pour les bénévoles, de gestion des bénévoles? Lorsqu'on a créé Instant Bénévole, donc la plateforme, nous, l'idée, c'était de pouvoir apporter plusieurs réponses aux acteurs que l'on avait ciblés. C'était les organisateurs d'événements, les clubs, les fédés, etc. C'était de pouvoir, évidemment, faciliter le recrutement. Donc, c'est un outil de mise en relation. Donc, ça, c'est entièrement gratuit. On référence les événements, on met en relation notre communauté avec les organisateurs d'événements. Donc, ça permet de favoriser la porosité. C'est pas parce qu'on est bénévole dans un club qu'on ne peut pas aller aider celui d'à côté ou celui d'une autre fédération pour pouvoir l'aider à organiser son événement, etc. Donc ça, on a beaucoup joué là-dessus. Donc cet outil de mise en relation, on s'inscrit, on découvre et puis on participe. Ensuite, on a beaucoup travaillé sur la mutualisation. La mutualisation, elle a plusieurs avantages. Elle fait gagner du temps parce qu'on va réutiliser des choses entre différentes organisations, etc. On va mutualiser des coûts également. Et donc là, on propose diverses solutions. On va leur permettre, une fois qu'ils ont recruté, de pouvoir planifier leurs activités en fonction de leurs compétences, de leurs dispos, etc. Donc, ils vont gagner du temps. Et puis après, ils vont pouvoir gérer des tâches quotidiennes, encore une fois, qui leur coûtaient du temps, qui parfois leur faisaient gaspiller de l'argent. C'est toutes les petits tracas du quotidien qu'ils ont lorsqu'ils organisent quelque chose avec des bénévoles. Et puis, on a travaillé, et ça, c'est vraiment important, on a travaillé avec la Fédération du sport pour pouvoir imaginer c'est quoi la communauté fédérale de demain. Et donc, je prends un exemple, une fédération, elle a des dizaines et des dizaines, voire des centaines d'événements qui s'organisent dans les clubs, dans les comités, dans les ligues chaque année. Et pour autant, si vous demandez à cette fédération c'est qui les bénévoles qui font vivre vos événements? Bon, peut-être qu'ils allaient vous sortir un tableau Excel avec 50 noms. Mais maintenant, ils auront une visibilité globale sur qui sont les forces vives de leur fédération. Ça, c'est important. Et puis surtout, pouvoir les mobiliser, pouvoir échanger, pouvoir les valoriser. Et là, on est par exemple en ce moment en train de travailler sur la valorisation parce que il n'y a qu'un pas entre les expériences bénévoles et puis l'employabilité qu'on va pouvoir en faire. Donc, je trouve ça important que les fédérations puissent revenir au centre du sujet et assurer leur rôle de fédérateur, tout simplement, grâce à des outils qu'on a. C'est de la co-conception. Hein. On a travaillé les équipes de QuickOff, donc Maïf, puisqu'ils sont aussi à l'origine du projet Instant Bénévole, et des fédérations comme la Fédé Handisport. Très bien. Magali, si je peux me permettre de compléter sur le côté mutualisation. Et Jean-Marc l'a bien dit, et Thomas aussi tout à l'heure, c'était sur le côté paperasse. Nous, ce qui nous a plu, notamment dans la solution de QuickOff, c'était le fait que nos bénévoles, alors quand je dis nos, c'est ceux de l'ensemble des structures qui composent la fédération, n'est pas à remplir X fois les mêmes. Vous savez, quand vous candidatez à un événement, vous dites je m'appelle Adrien Balduzi, j'ai tel âge, j'habite à tel endroit, tel téléphone, j'ai le permis, je ne l'ai plus. Mais que chaque bénévole ait aussi un espace dédié au sein de la plateforme, référencé comme bénévole de telle ou telle structure.
Et ce qui facilitait aussi le recrutement, parce que clairement, un bénévole qui doit remplir alors X G-form ou je ne sais quel autre paperasse, même écrit, à chaque événement, re-signer les papiers, redonner son nom, son âge, s'il a le permis, voilà, bref, c'était quand même une contrainte non négligeable. Et même pour nous, en termes, là pour le coup, RGPD, de stockage de données, qui pouvait être complexe pour une fédération. Puisque même dans certains cas, on peut demander des casiers judiciaires ou des choses comme ça pour certains types de postes de bénévolat. Donc, c'est vrai que le stockage de ces données pouvait être complexe. Là, on a déjà la donnée qui reste mutualisée dans le temps aussi, et que d'un événement sur l'autre, on facilite le recrutement puisque les personnes ont juste à cliquer sur postuler et non pas à re-remplir toutes les informations qu'ils avaient déjà fournies à l'événement d'il y a 2 semaines. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'hyper important pour nous. Ok. Leur profil s'enrichit, ouais. Leur profil s'enrichit, si je dois compléter. Et puis surtout, ils restent maîtres de leurs données. Le digital, on l'a saisi plutôt comme une opportunité d'un point de vue RGPD. Le bénévole va rester maître de ses données, va choisir ce qu'il partage, va choisir ce qu'il veut garder pour lui. Et on va simplement nous être des facilitateurs d'échange entre les fédérations, les clubs, les assos et les bénévoles pour faire en sorte que ce maillage-là, qui est essentiel pour l'organisation du sport amateur, il puisse se faire de la meilleure des manières possibles. Très bien, messieurs, merci. Merci beaucoup. Avant de conclure, j'aimerais qu'on revienne juste sur quelqu'un a posé la question, effectivement, sur le modèle économique des clubs et est-ce que ces nouveaux outils, ces nouvelles applications peuvent-elles être aussi de nouvelles opportunités pour des partenaires et pour générer des actions nouvelles pour des partenaires et générer des revenus pour le sport amateur. Bref, quelle place pour les partenaires dans cette transformation numérique? Est-ce que très rapidement, chacun d'entre vous, vous avez une réponse là-dessus? Peut-être commencer par Thomas. Je crois que vous avez quelques exemples chez l'OASO. Oui, merci. Effectivement, la crise a complètement impacté, hein, et on en parlait, entre 6 et 10 000 euros de pertes par club de sport amateur. Et donc, en fait, on a pu voir que ça a été globalement aussi bien au niveau des partenariats qu'au niveau du modèle des associations, l'opportunité de créer de nouvelles formes en fait de financement. On pense, nous, à l'essor, on l'a constaté, en fait, l'essor de la collecte de dons qui était pas du tout une pratique au sein du sport français, sachant que de principe, toutes les associations sportives sont des associations de loi 1901 et donc sont reconnues d'intérêt général de par leur activité sportive. Donc, elles peuvent toutes émettre en plus des reçus fiscaux, mais ce n'était pas dans la pratique. Et donc, il y a eu un développement à cet endroit-là, déjà la collecte de dons auprès des particuliers. En parallèle, on a vu que les associations prenaient aussi la possibilité, au travers de dispositifs, déjà d'aller collecter du mécénat, donc là, plutôt tourné auprès des entreprises. Et on a pu voir en fait que certains sponsors qui avaient décidé d'arrêter le sponsoring ont préféré basculer sur un soutien sous la forme d'enveloppe de mécénat, qui est peut-être moins important, qui n'attend pas les mêmes contreparties, mais qui peut permettre de faire que le sponsor, ce n'est pas obligatoirement une grande marque, hein, dans le sport amateur, c'est le restaurant à côté du stade, c'est la TPE ou c'est le magasin de sport local. Et on a vu aussi, nous, on a eu la chance de travailler avec Intersport aussi sur d'autres dispositifs, hein, de mobilisation et d'animation auprès du sport amateur. On a lancé la plateforme J'aime mon club avec eux. Et c'est d'autres formes aussi où même des partenaires ont décidé de s'engager. Donc globalement, il y a plein de choses qui se passent et ce qu'on peut voir, c'est que les clubs ont pour partie essayé d'être très créatifs, ou en tout cas très réactifs vis-à-vis de la problématique du modèle. Et il y aura peut-être des questions un peu plus précises là-dessus après. Très bien, merci. Romain, alors nous, on connaît bien la Maïf chez Sportsora. Effectivement, c'est aussi un exemple aussi d'une marque partenaire qui s'est impliquée sur ce type d'outils pour les clubs. Oui, l'exemple le plus criant, c'est Instant Bénévole, donc ex-sport bénévole, donc maintenant qui est devenu Instant Bénévole avec le partenariat Quick-Off Maïf. Il y a une très très grande partie de l'offre qui est gratuite, donc financée par quelqu'un qui est en l'occurrence en partie Maïf et qui est mise à disposition des clubs. Donc ça, c'est un moyen aussi d'aider les clubs, les fédérations en mettant à disposition des outils. Ensuite, nous, dans l'outil, on a fait en sorte que
les organisateurs d'événements, encore une fois, les clubs, les assos, les comités, les ligues, puissent être soutenus via la plateforme. C'est-à-dire que je vais créer mon événement et peut-être que je vais faire sponsoriser mon programme bénévole de mon événement via la plateforme. Donc, ça va être une région, ça va être un partenaire institutionnel, ça va être une marque qui va financer et qui va… on a avec le digital de nouveaux moyens de financement, on s'achète d'autres visibilités, on a aussi cette petite nouveauté, c'est que maintenant, avec les engagements RSE des entreprises, on a aussi certains qui investissent plus facilement sur des programmes bénévoles, notamment, et nous, on l'a rendu possible sur notre solution, parce qu'on estimait que c'est aussi le rôle de ces marques-là, d'institutionnels, de pouvoir investir sur ceux qui font vivre le sport amateur français. Adrien, je crois que c'est un sujet important aussi. Thomas a lâché… Romain, pardon, a lâché le mot RSE. Oui, nous, on le voit au niveau de la fédération handisport. C'est vrai qu'on a un positionnement un petit peu, j'allais dire bipolaire. C'est qu'on est considéré pour certains, en tant que, moi, je parle au niveau des marques qui nous accompagnent, comme une asso sportive liée au handicap, et pour d'autres, comme une fédération sportive comme une autre, entre guillemets. Et donc, ce double enjeu nous permet… à la fois de concrétiser grâce à tous ces nouveaux supports, parce que ça reste des supports de communication pour nos partenaires à travers leur mise en place, de les valoriser, soit sous un angle, entre guillemets, de sponsoring pour différentes plateformes, mais aussi sur l'axe mécénat, sur la partie bénévole, sur la partie de collecte de dons, où on peut organiser des campagnes de collecte de dons avec des partenaires privés qui nous lance la campagne de manière soit en termes de communication, soit en termes de financement direct, et qui permet aussi de légitimer une campagne de dons, parce que Thomas est le premier lors des formations Hello-Asso à l'indiquer que le premier cercle doit représenter X% d'une campagne. Si ces X% sont déjà assurés par un partenaire privé sous forme de mécénat, ça rassure aussi tous les autres financeurs, qui soient autres entreprises ou particuliers, de se dire c'est un projet qui va arriver à son terme et c'est quelque chose dont on aura des retours, parce que le digital nous permettra aussi d'avoir un retour sans forcément se déplacer sur l'événement ou sur l'opération ou le projet que la fédération, le club, le comité a monté en lien avec ça. Donc oui, effectivement, pour nous, c'est un vrai levier. Et sur l'axe RSE, aujourd'hui, c'était un petit débat lors de la préparation de cette table ronde ensemble, mais je trouve qu'il y a de plus en plus de marques qui s'orientent plus sur de la communication locale avec un impact social important et donc à des budgets raisonnables, plus que de grandes marques qui s'investissent sur des événements internationaux. Alors, est-ce qu'on arrivera sur un niveau, sur deux niveaux du coup, de financement du sport, avec l'amateur et entre guillemets le professionnel, ou si on veut dire les événements à forte notoriété médiatique? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a de plus en plus de marques qui se repositionnent en se disant j'ai pas le budget clairement pour financer les Jeux paralympiques ou les Jeux olympiques, parce que les tickets d'entrée sont trop hauts pour mon budget de fonctionnement aujourd'hui et j'ai pas les reins assez solides pour aller là-dessus. Pour autant, j'ai envie d'aider le sport, j'ai envie de surfer sur cette vague d'accompagnement, et je vais me positionner sur un mécénat de telle ou telle fédération ou de tel ou tel club local qui aura certes une aura médiatique peut-être plus faible, mais pour autant qui aura une empreinte sociale et sociétale plus impactante, et du coup indirectement des retombées économiques pour ma marque, mais sur un axe plutôt effectivement RSE et non pas uniquement de ROI direct comme on peut l'entendre sur des campagnes de sponsoring. Merci Adrien. On va on prend des questions dans juste une minute. Jean-Marc, j'aimerais bien qu'on revienne aussi sur ce sujet des partenaires. On voit aussi que beaucoup aussi d'événements qui ont dû se digitaliser finalement se sont rendus compte que cette digitalisation leur permettait d'atteindre des cibles beaucoup plus larges, des cibles un peu nouvelles. Est-ce que c'est la même chose pour les clubs? Ouais, je pense que c'est la même chose. Je pense que le problème fondamental aujourd'hui du digital, et si je reste concentré sur le club, c'est de l'éclatement des audiences. Aujourd'hui, un club, il a ses audiences un peu sur WhatsApp, un peu sur Facebook, un peu sur Twitter, un peu sur Insta.
Et dans les 4 exemples précités, il ne peut pas maîtriser la donnée ni monétiser l'audience. C'est pour ça que nous, on a de nombreuses demandes de partenariat parce qu'on veut avoir un rôle central de plateforme. On va développer une plateforme d'app pour ça, pour que les startups et autres partenaires techniques puissent se connecter à nous. Et un exemple concret et en avant-première, nous allons, grâce à un partenariat avec Fuchs Sport et MyTV Chain, diffuser quand les championnats reprendront la N2, N3 de la Fédération française de foot. Les partenaires sponsors pourront donc, grâce à nous et grâce au digital plus global, intégrer leur marque directement dans les briques d'événements et donc dans les interactions sociales et discussions de fans, potentiellement sur 200 matchs en même temps qui agrégeront chacun entre 500 et 5000 personnes suivant les audiences. Et le digital clairement permet ça, alors que le marketing de partenariat classique ne le permet pas. Merci. Alors, écoutez, on avait prévu, j'avais encore prévu quelques autres questions, mais il nous reste 10 minutes avant la fin. Donc, je voudrais qu'on prenne des questions des participants. Alors, vous les avez vues passer comme moi. On va commencer peut-être par une qui est peut-être assez facile. Quand on va revenir à la vie normale, est-ce que finalement le numérique sera toujours aussi important? Qui prend voilà, Jean-Marc, allez. Je pense que oui, parce que nos derniers mois compliqués nous ont fait rendre compte qu'on faisait peut-être avant plein de choses qui n'étaient pas utiles. Je pense qu'on s'est rendu compte que le digital, qui doit être en complément du présentiel, le digital doit servir la pratique du sport et doit servir la rencontre. Il ne peut pas remplacer tout, mais il permet aussi, comme tu l'as dit Magali, à certains réseaux de s'étendre. Je pense aux différents réseaux du sport. Alors, on a, nous, été moteur là-dessus, mais il y en a eu d'autres. Je pense que c'est essentiel. Ça a permis tout simplement de toucher plus de monde. Nous, on s'est surpris à faire des webinaires et tables rondes qui ont touché 4, 5 000, 6 000 personnes sur des sujets extrêmement cibles, notamment avec l'Andes. Et je pense qu'il y a un avant et après, mais il y aura surtout une meilleure utilisation et du temps et des moyens de diffusion de contenu. Okay. Thomas, une question pour vous. Comment marche la contribution volontaire dont vous nous avez parlé au début? Merci. Alors la contribution volontaire, comment ça fonctionne? En fait, au sein de Hello Asso, tout, au moment de l'inscription au club, au moment de l'achat de sa place ou au moment de la réalisation d'un don, le particulier a la possibilité de laisser donc une contribution volontaire et optionnelle à Hello Asso. C'est un montant suggéré qui peut être modifié, augmenté, réduit ou supprimé, évidemment. Et ça vient en fait en plus de la cotisation. Pour faire un exemple très concret, c'est qu'en moyenne, lorsqu'on a une contribution volontaire, elle est de 1,37 € par transaction. Donc en moyenne, si je prends ma cotisation à mon club de rugby à hauteur de quelques centaines d'euros, eh ben, je vais rajouter une contribution volontaire à Hello Asso. Ce qui fait que ça garantit à nos publics associatifs que l'ensemble des sommes qui leur revient leur sont distribuées et à l'internaute de choisir si combien vaut une plateforme comme Hello Asso et combien vaut un service comme Hello Asso. Ça me paraît pas très cher, 1,37 €. Alors, la petite particularité, c'est que Hello Asso, c'est plus de 350 millions d'euros collectés depuis notre création, dont plus de la moitié sur les 12 derniers mois. Donc, évidemment, il y a un peu de transactions et un peu d'action sur la plateforme au quotidien. Très bien. Une question qui a été posée aussi en début de table ronde. Est-ce que quelqu'un nous demande si l'écosystème du sport est suffisamment riche en consultants multi-solutions qui pourraient accélérer le déploiement de solutions dans un milieu encore très segmenté? Ça fait rire, il est mort de rire Thomas. Qu'est-ce qui veut prendre cette réponse, Adrien? Moi, je veux bien prendre parce que c'est vrai que là, la preuve en est. Moi, au niveau de la Fédération d'e-sport, on travaille déjà avec 3 solutions, mais il y en a bien d'autres aussi. On travaille avec notamment Sporthall pour la diffusion de contenu qui est aussi référencé par le CNO et l'ANS. Mais c'est vraiment l'idée, c'est que l'écosystème est en train de… Enfin,
Paris 2024, je pense, a été un vrai booster déjà de création d'un écosystème de la Sportec qui a renforcé ce qui existait déjà, mais l'a vraiment boosté en termes de nombre de structures qui se développent et qui développent des solutions. Et l'étape 2 derrière, c'est vraiment de se dire sur toutes ces plateformes, effectivement, il y en a certaines qui vont mieux connaître le métier parce que les gens sont issus des problématiques du sport ou ont un réseau qui permettra, et Jean-Marc en est un ambassadeur, de centraliser un certain nombre de services pour les clubs et comités. Voilà, l'idée, c'est aujourd'hui, c'est effectivement c'est en train de s'atomiser et qu'il y a de plus en plus d'acteurs. Je pense que d'ici 1 an ou 2, il y a certaines marques et le Covid va jouer son rôle là-dedans, malheureusement néfaste pour certaines de ces boîtes de la Sportec qui vont disparaître et donc il va rester que les meilleurs ou en tout cas ceux qui auront le service le plus optimal. Et ça, Jean-Marc l'évoquait aussi en début de table ronde, c'est que ceux qui sont utilisés aujourd'hui, ceux qui fonctionnent, ceux qui sont les plus simples, resteront sur le marché et seront accélérer le déploiement de nos structures associatives dans les fédérations et dans le champ associatif plus largement. Romain, il y avait une question pour vous sur un stand bénévole. Combien d'associations qui adhèrent à la plateforme? Le stand bénévole a été déployé fin juin, début juillet. C'est 160 événements, associations qui organisent des événements qui sont référencés, plus 5 fédérations. Donc, il faudra arriver à calculer parce que les fédérations représentent énormément d'associations. On a été ultra surpris par le fait d'avoir lancé un timing un peu douteux fin juin. Et malgré ça, on se retrouve avec un vrai succès puisque, par contre, on a une communauté de plusieurs milliers de bénévoles qui se sont inscrits dans ces assos, donc sur un stand bénévole. Donc, je dirais, avec les fédés, plusieurs centaines, plusieurs milliers. Ok, il nous reste encore 5 minutes. On va prendre peut-être 2 questions ou une question. Une question importante qui est revenue plusieurs fois sur la formation. Il y a un certain frein au changement, une formation de tous ces bénévoles. Comment vous assurez vraiment l'accompagnement et la formation dans vos applications? C'est inclus, il y a inclus un accompagnement, une formation? Tiens, je te coupe la chic, Thomas, mais je vais te faire une passe décisive. Je pense que c'est pareil chez toi. Nous, on a 4 personnes dédiées à l'accompagnement des clubs. Et surtout, d'un point de vue plus macro, je l'ai évoqué tout à l'heure, Magali, on a différents acteurs comme Arnaud Sauroy, qui forment tous les organes déconcentrés, comités, ligues, etc., justement à la transfo digitale. Et de plus en plus, on s'associe entre leaders de la Sportec. J'en ai fait avec Johnny, on va en faire avec Hello Asso, on va en faire avec Asso Connect. Et à chaque fois, on fait venir autour de la table d'autres solutions qui ont été sélectionnées soit par les fédés, soit par les clubs, en fonction de leurs besoins. Donc, on met à disposition notre temps en étant le plus neutre possible pour aider justement les associations et les organes déconcentrés, donc DOS, CROSS et comités et ligues, justement pour identifier les bons acteurs et les aider à prendre les bonnes décisions. Je compléterai parfaitement ça avec, comme le disait Jean-Marc, je pense qu'il y a… Alors, l'accompagnement, il est au cœur depuis notre création. Nous, c'est la moitié de l'équipe Hello Asso, donc on est à peu près 30 personnes qui sont en contact des assos et de nos partenaires pour faire que ça, plus des programmes d'accompagnement, etc. En fait, je reviens peut-être aussi sur la question de la formation des bénévoles. C'est l'importance des institutions et des fédérations. Aujourd'hui, nous, on a la chance d'accompagner et de travailler avec une dizaine de fédérations sportives. Et à chaque fois, on parle de 2 choses. C'est évidemment l'outil, parce que sans l'outil, on ne travaillerait pas ensemble. Mais en réalité, directement, on bascule sur comment on va accompagner et former toutes les structures et les bénévoles dans une logique d'accompagnement au changement. Et en fait, la logique du besoin est très, très importante. C'est-à-dire que c'est quand même beaucoup plus simple de présenter quelque chose qui va vraiment apporter des solutions que de créer de nouveaux besoins, de nouvelles pratiques. Et effectivement, Adrien disait très bien, on offre des services, on accompagne. Et en fait, c'est aujourd'hui ça le point saillant, c'est que nous tous, autour de cette table, je pense qu'on a une ambition, c'est d'aider le secteur du sport à se développer, à trouver des solutions, à innover, à émerger. Et en fait, l'accompagnement, quoi qu'il en soit,
est clé dans la réussite de tout ça. Et l'une de ces pour moi, on a une phrase chez nous, c'est le web c'est bien, l'humain c'est mieux. C'est la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, on est obligé d'avoir du lien en tête à tête, de prendre du temps et de rassurer, d'accompagner, d'aider. Et c'est ça qui fait notre force. Ok, alors on me dit qu'on peut dépasser peut-être d'une minute. J'avais une dernière question là que je trouve assez intéressante. Comment peut-on améliorer le système de buvette, le paiement, du cashless? Est-ce que quelqu'un, Adrien? Alors, je vais donner un exemple concret sur ça, parce que du coup, nous, on détourne l'usage des LOASO, enfin l'usage premier du LOASO, notamment sur les buvettes et paiements. Ils ont un module de paiement qu'on peut utiliser sous forme de boutique ou de buvette pour utiliser comme moyen de paiement sur les événements ou même en digital. Donc, vous pouvez détourner, la plateforme est assez bien faite et là, je fais la promo pour Thomas, mais on peut détourner un usage juste de simple paiement en ligne pour d'autres usages comme une boutique ou une campagne de crowdfunding ou d'adhésion où on vend un t-shirt au lieu d'acheter une adhésion à un club. Moi, je voulais juste rebondir sur ce qui a été dit avant sur la formation et ça faisait aussi le lien en tout début de réunion. On a évoqué le fait que le confinement aussi nous a servi pour faire des choses dont soit on n'avait pas le temps, soit pour lesquelles on s'est rendu compte qu'on n'avait pas l'utilité réelle de le faire. Et effectivement, pendant le confinement, nous, à la fédération, on a organisé plus de 30 webconférences à destination de nos clubs et nos comités. Sur les formations au digital, pas que, bien sûr, sur comment on recherche des sponsors aussi, sur comment communiquer sur les réseaux sociaux, bref, un certain nombre d'usages. Et on a fait appel à Thomas, à d'autres intervenants extérieurs pour justement compléter et montrer qu'il n'y avait pas que la fédération qui savait tout et tout faire et qu'au contraire, on s'appuyait sur des experts, et ça fait le lien avec ce que Jean-Marc disait tout à l'heure, chacun son métier. On s'appuie sur des experts qui nous aident au quotidien, nous aussi, parce qu'on n'est pas, on ne sait pas tout faire, on n'a pas d'expertise pour tout. Donc, on s'appuie sur eux et ils sont là à nos côtés pour prendre du temps et former justement notre communauté de clubs, de comités sur les problématiques qui peuvent être de temps à autre très techniques. Donc, c'était assez agréable. Ça a été très bien perçu par nos clubs et comités affiliés à la fédération de prendre ce temps et de se dire, voilà, on est confiné. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le temps de se former à tous ces usages et demain, on sera plus performant quand on sera déconfiné. Et après, si la situation évolue ou non, on verra. Merci. Écoutez, on va mettre un terme à cette table ronde. Bien sûr que la situation va s'améliorer. Bien sûr qu'il faut voir les choses positivement. Finalement, c'est un message assez positif que je retiens de cette table ronde. C'est l'aspect positif de cette crise. Si toutefois on peut trouver des aspects positifs, c'est que ça nous a forcé à mettre en place un certain nombre de nouvelles pratiques, et la digitalisation et la transformation digitale a certainement été boostée par cette période de crise, et donc ça c'est bien. Beaucoup d'usages qui resteront, qui seront acquis, et de nouvelles opportunités tant pour le sport amateur que pour les partenaires qui pourront s'associer à ces nouveaux usages. Merci beaucoup aux intervenants, Adrien, Romain, Thomas, Jean-Marc. Un grand merci à vous. Si vous avez des questions, il y a quelques questions, désolé qu'on n'a pas pu prendre. Vous pouvez aussi profiter de cette fantastique plateforme du Sportem pour vous connecter peut-être entre vous et pour poser des questions aux intervenants auxquels nous n'aurions pas pu répondre. Donc, merci à vous d'avoir assisté à cette table ronde. Et puis, je voudrais quand même faire un grand bravo au Sportem qui a fait vraiment preuve d'une très, très grande résilience et qui a organisé et d'agilité son forum en digital. Bravo pour cette organisation, bravo à vous. Il faut continuer, il ne faut rien lâcher. Et on va tous s'en sortir et bientôt retourner dans les stades, dans nos clubs, etc. Merci à vous, à très bientôt. Merci beaucoup, merci Magali. N'oubliez pas le replay disponible sur la plateforme VAR. Merci, bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir.